Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 27 de la 5e saison du magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Natacha. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Numéro 27 déjà. J'espère que vous appréciez nos émissions parce qu'on est parti pour vous en faire plein. Bon, j'espère que tu as passé une bonne semaine, Natacha. Ouais, j'ai passé une bonne semaine. Alors j'ai réfléchi toute la semaine au pull que j'allais porter. Non, je blague, mais en fait, nous avons notre petite communauté qu'on est ravis de retrouver donc tous les samedis en En live, en live, direct. semi-direct, parce que nous, on participe au chat. Et puis, dans le chat, il y a, je crois que c'est Fidèle au poste. Fidèle, si tu nous écoutes, écris si c'était toi. Tu n'aimais pas mon pull rouge à boutons. Alors, je n'ai pas du tout compris pourquoi. Après, je suis restée fixée sur le truc. Et puis voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être en vert et bleu. L'autre fois, Voilà. on a fait rouge et noir. Bon, toi, tu es toujours à moitié rouge et noir. Non, je suis bleu. Ah, t'as du rouge là et là. Du rouge là et du bleu. Moi, je suis tout bleu là aujourd'hui. Moi, je vois que dalle. Non, 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 je suis resté Là, je me suis mis en bleu pour changer. Bon, bah, bleu, bleu. Bleu, bleu, c'est ça. Bon, j'espère que... Attends, parce qu'il continue à faire gnap, gnap, gnap. Oui, on a lancé la, on a lancé la mode du gnap, gnap, gnap. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi, confère émission 25. Donc 27, c'est 3 fois 9, si je ne m'abuse. Oui, je vois pas pourquoi, mais OK. Oui. Vas-y, calcule. Amuse-toi. On est bien d'accord, hein, il n'y a pas besoin de compter sur les doigts. Donc 27, c'est 3 fois 9. Eh bien, Natacha, je suis complètement déprimé. Ah ouais? Ah Ouais. bah, OK. Je t'écoute, je suis thérapeute, hein, donc je vais t'écouter. D'accord, donc tu vas pouvoir m'aider. Aujourd'hui, c'est un anniversaire, Natacha. Oui. Hmm. Les 9 ans de la chaîne. C'est vrai! Et tu m'annonces ça maintenant? Ouais. Et je Je t'annonce suis ça ravie. maintenant, en direct. Bon anniversaire! Happy Ouais, non. birthday to you. Happy birthday. Allez, on va se mettre un petit coup de vieux, vous allez comprendre pourquoi je suis déprimé. Voilà, regarde. Miasme Antoine, numéro 2. Alors le miasme numéro 1 n'existe plus. ah bon, pourquoi? Donc je sais plus pourquoi j'ai enlevé, parce que je crois que l'image était tellement pourrie que, à l'époque, la première, je crois que je ne m'étais pas filmé avec ma caméra externe et que c'était vraiment trop horrible. Donc elle est dans les archives. Peut-être que dans le dark web, vous retrouverez mon miasme numéro 1. Vraiment, je veux la voir. La dark web, en fait. Et Allez, là, donc en fait, tu vois, oui, c'est même, si donc c'est le numéro 2, le numéro 1, c'était le 12 mars, on enregistre le 18, donc oui, on est même un peu plus d'un an dans l'absolu. Et regarde cette tête de vainqueur que j'avais à l'époque. Mon Dieu, on on va passer. Donc, beh, au tout début de cette émission, j'animais avec mon ami Valerio. Ah non, ça c'est moi encore. ouais, ça c'est toi. Oui, mais c'était, ouais, ton ami Valerio. Donc, avec mon ami Valerio, on avait lancé finalement cette chaîne et ce concept d'émission. Donc, Valerio, que je salue, hein. D'ailleurs, tu nous manques, Valerio, t'es plus le samedi soir au club des Mimi. Donc, voilà, on avait fait quasi une saison et demie ou 2 saisons avec Valerio. Et ensuite, c'est mon ami Silvano Trotta qui a pris la relève. Là aussi, on a dû faire 2 saisons avec Silvano. Puis est arrivé, eh bien, Jérôme. C'est avec Jérôme qu'on a lancé les Mimi. Voilà. Et enfin, Natacha. Et la boucle est Et bouclée. Voilà. ouais, j'espère pas que la boucle soit bouclée, j'espère que ça va continuer quand même, Ne vendre plus? Ah, je ne sais pas. Et puis, tu as vu que ben là, cette semaine, tu as un film, tu es à l'honneur, il y a un film qui sort.
qui s'appelle Natacha. Non, t'en as pas entendu parler? Du tout. Ah, allez, attends, Et c'est incroyable. on va essayer de le trouver. Donc un film est sorti avec voilà Mon nom. Et ton nom. voilà, Et voilà, tout est dit. tout est dit. Alors est-ce que tu sais d'où vient ce film d'ailleurs? Ah non, absolument pas. Sur quoi est-ce qu'il est basé? T'en as jamais entendu parler de cette bande dessinée? Si, Oh, si, si, à la bande dessinée, mais j'en ai plein même à la maison. ben voilà, Ah bah oui, je les ai quasiment tous tu là. les as quasiment tous. Ben voilà, c'est basé sur le fameux dessin, quoi, bande dessinée de Walteri. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, ça vous avez jamais connu, hein, c'est sorti dans les années 70-80, c'était, je sais plus, c'était le journal de Tintin, je pense, Natacha. En tout Moi, je crois que je le lisais dans le journal de Tintin cas, et je la c'était trouve magnifique, moi, ah bah, cette oui femme. et puis elle est badass comme on dit, c'est une nana qui avait peur de rien, qui s'affirmait parce qu'on est dans les années, 60-70 dans la BD et puis, bah, les codes, de la relation, avec les femmes, c'est pas ceux qu'on connaît aujourd'hui et donc non, non, elle était complètement libre. C'était, très, très bien Alors, comme je BD. t'avoue, préférence pour la Natacha avec les cheveux longs. Natacha, D'accord, hôtesse de l'air, avec les cheveux longs. J'aime bien, bien les OK. cheveux longs. Celle-là? Et ouais, 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 elle a quelques il y a quelques dessins, d'elle. Il y a une BD là où elle a les cheveux longs, Mmh mh. et sans déconner, mon père Ouais. disait: «Tu pourrais faire hôtesse de l'air». Mais et en fait, je voulais te poser la question, est-ce que tu sais si, ton prénom, il y a un rapport avec, Avec la av BD, non. non, Mais mon père, enfin, c'est toujours mon père, il aimait énormément les A dans les prénoms féminins et donc il a voulu trouver un prénom où il y avait plein de A et je sais pas pourquoi, il a sorti celui-là, bah, Natacha, bingo. go. Et donc là, moi, j'ai un prénom avec plein de A. Alors, savais-tu, ça c'est Laetitia Cyrano que j'avais interviewée pour, en fait, des perceptions, médiumniques, en fait, la communication animale. Elle m'a dit que le A, c'était signe de loyauté et elle m'a dit: «Bah, 3 tu as 3 A quand même», donc très, 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 très loyale. C'est vrai. Mmh. Ou alors tu es une pile alcaline. Mais ça, c'est, une autre interprétation. Celle-là, je l'aime bien. Allez, les amis, on va reprendre, le cours. On va même débuter le cours de notre émission parce que ça fait déjà 10 minutes qu'on papote et on vous a toujours, rien dit. Ouais, c'est vrai. Ah, surtout ce soir, ça va être une grosse émission, bah, pour, allez, la soirée anniversaire. Tiens, on va vous faire une grande émission. Natacha a préparé tout un sujet sur MK Ultra, vous allez voir, ça va être Pas que passionnant pas que et MK, et la manipulation mentale, manipulation mentale, tout ce qui se passe dans le cerveau. Quand on va, avec nos outils numériques, qui a intérêt à faire, oui, je vous dis pas plus. Je vous dis pas plus, je suis sûre que vous allez adorer. Quant à moi, eh bien, moi, déjà, je vais commencer par un mea culpa parce que, bah, la semaine dernière, je vous ai dit à moitié des conneries. Qu'à moitié. Bah, oui, j'ai en plus, j'ai comparé Natacha à une bouche drosophile, forcément, je lui ai dit que qu'elle avait plus de liens avec une bouche drosophile qu'un homme de Néandertal, mais non, c'est faux les amis. Oui, Heu, bah, je n'en doutais pas. bah, tu en doutais pas du tout, hein? Mmh. Et oui, alors, je vais vous dire pourquoi. Voilà, et il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est Nidiomètre qui m'a fait la remarque, à juste titre, que j'avais mal interprété, cet article où effectivement, il était dit, que des études, antérieures ont montré que l'ADN d'Homo néanderthalensis présentait un niveau de métissage avec l'Homo sapiens de 4. Et moi, je l'ai interprété dans le sens où, l'Homo sapiens partageait 4 de ses gènes avec, l'homme de Néandertal et au lieu de l'interpréter dans le bon sens qui était de dire que l'Homo sapiens possède
4% de ces gènes. C'est pas la même chose, partager et posséder. Parce qu'en réalité, on partage 99,9% de notre ADN avec celui de l'homme de Néandertal. Donc on est génétiquement extrêmement proche de l'homme de Néandertal. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait eu des unions entre Homo sapiens et homme de Néandertal. Simplement aujourd'hui, dans notre code génétique, on ne possède que maximum 4%. Alors, il y a d'autres articles qui disent entre 1,5 et 2%. Puis en plus, ça dépend de l'origine de l'humain où il est né, on va dire, sur quel continent il est né. Donc, voilà, effectivement, nous avons 4% de l'ADN. Dans notre ADN, il y a 4% de l'ADN de l'homme de Néandertal, mais on partage 99,9% de notre ADN avec, avec l'homme de Néandertal. Je ne sais pas si j'étais assez clair. En tout cas, moi, je trouve que cette précision est très importante. Merci de la faire, Antoine. Et juste pour dire aux amis, Antoine, parfois, et moi, on est un peu fatigués et parfois, ça arrive d'aller un petit peu vite. Donc, tu es pardonné. Oui, et bien du coup, j'ai potassé le sujet parce que quand même, ça m'interpellait et je voulais vraiment être sûr de ce que je disais. Donc, j'ai été voir du côté du cochon. Effectivement, le cochon partage environ 95% de l'ADN avec les humains. C'est d'ailleurs pour cette similarité génétique que les cochons sont souvent utilisés dans la recherche biomédicale, dans les xénogreffes, etc. Donc, on l'avait dit, la mouche drosophile partage 60% de ses gènes avec les humains. Donc là, pareil aussi, cette similitude génétique fait que le modèle de la mouche drosophile est un modèle précieux pour la recherche biomédicale. Mmh. Alors, du coup, j'ai été faire un petit classement pour savoir quelles étaient les espèces avec lesquelles nous partagions le plus de patrimoine génétique. Donc, sans surprise, finalement, le chimpanzé, Mmh. 98-99% d'ADN en commun. Là, tu vois, tu me rassures. Je me disais la dernière fois, je me disais: «Mais non, c'est pas possible». Là, oui. Voilà, oui. Voilà. Donc, 98-99% d'ADN en commun. Donc, vous avez bien compris la différence, hein, c'est l'ADN en commun, c'est différent de l'ADN qui est spécifiquement issu d'une branche. Mmh. Donc, je rappelle, l'homme de Néandertal, 99,9% d'ADN en commun avec l'Homo sapiens, et on a en spécifique maximum 4% d'ADN de l'homme de Néandertal, qui constitue notre patrimoine génétique. Mmh. Le bonobo, là aussi, très proche, hein, 98-99%. Le gorille, 98%. L'orang-outan, 97%. Donc toutes les lignées de singes, le gibbon. Le cochon, on en a parlé. La souris, c'est pour ça aussi qu'elle est souvent utilisée, la souris et même les rats. Ils sont à 85% d'ADN partagé avec les humains. La mouche drosophile, on en a parlé, c'est ta copine. Petite mouche. Les deux suivants sont, tu vas pas t'y attendre. On partage environ 60% de notre ADN avec la banane. Alors là, carrément pas. Ah la vache! Voilà, on a donc des similarités dans les mécanismes cellulaires de base avec les mécanismes cellulaires de la banane. Ah, les mécanismes cellulaires, oui, d'accord. Donc Bah, oui, non, c'est 60% de l'ADN, entre autres, d'accord. Et tu vas qui me sont en prendre, commun. je te dis, Ben oui. perdre à un moment donné, je vais te le quitter quoi il parle. Allez, la dernière, c'est ma préférée. Mmh. Plus d'un tiers des gènes codants avec cette espèce sont partagés avec les humains, donc plus de 33%. Il s'agit, roulement de tambour, tu vas adorer, car ça signifie que tu partages toi aussi 30% de tes gènes avec la jonquille.
Joli. Hein, tu vois, je savais que tu allais aimer. Mmh, joli. Voilà. L'or d'une manière générale ou ils ont choisi la jonquille comme ça? Mmh, bah, plus la jonquille, hein, visiblement, elle a Et non, là, non, oh là, mais oh là, pourquoi elle pose des questions celle-là? Elle est faite la terre. non, non, plus la jonquille, elle inclut des similitudes, dans les structures cellulaires, comme les membranes, les noyaux, les mitochondries. Donc, voilà, on ne retrouve pas forcément la même chose dans toutes les plantes. En tout cas, la jonquille, c'est celle qui est au top. Mmh. Mais après, il y a la banane. Et laissez-moi. Ces pourcentages donc montrent effectivement que même des espèces apparemment très différentes partagent en grande partie leur matériel génétique avec les humains. Voilà, c'est pas. Ça signifie que, eh bien, on a potentiellement un ancêtre commun lointain et des mécanismes biologiques fondamentaux communs. Voilà. Bah, de toute façon, on a forcément les mécanismes biologiques fondamentaux, qui correspondent, Mmh. aller trop loin, c'est pas ma spécialité, mais je l'imagine que forcément, pour être en vie, on a des mécanismes, notamment tu parlais des mitochondries. Les mitochondries, c'est quand même l'usine des cellules, donc c'est ce qui produit de l'énergie. Donc c'est vrai que les plantes, elles, vont prendre de l'énergie avec la photosynthèse, nous par l'alimentation. C'est assez intéressant, mais j'imagine qu'au niveau des usines, donc en fait, de la constitution de l'énergie, je pense qu'il y a quelque chose d'équivalent. Si l'un de vous, les amis, si l'un de vous êtes connaisseur du domaine, moi, j'aimerais bien avoir, vos explications. J'irai rechercher sans doute parce que ça m'intrigue, mais ça serait pas mal. Alors, donc vous allez me dire: «Il y a aucun mystère là-dedans». Non, mais je vais quand même y arriver, vous inquiétez pas, je fais monter crescendo le truc, vous inquiétez pas. Parce que donc on parlait d'hybridation. Du coup, comment ça se fait qu'il est possible d'avoir une hybridation sapiens, néandertal et pas, sapiens chimpanzé? On a vu chimpanzé 99 98-99. Eh bien, parce que déjà, eh bien 99 c'est pas assez. Il faut que ça soit plus que 99. Et pour que 2 espèces soient compatibles, en définitive, il y a tout un tas comment dire? De paramètres qui, vont permettre la compatibilité ou pas. Donc il y a la similarité génétique. Les 2 espèces doivent partager une grande partie, alors c'est même pas une grande partie, c'est, l'extrême majorité de leur matériel génétique. Cela inclut des similitudes dans les séquences ADN, les gènes, qui contrôlent le développement et les fonctions vitales. Alors, l'Homo sapiens, c'est ce qu'on disait, 99 avec l'homme de Néandertal. Donc, comme leur ADN est identique, ça facilite l'hybridation. Mais c'est pas suffisant. Il faut avoir un nombre de chromosomes compatibles. Donc, tu sais que dans l'homme, les humains ont 23 paires de chromosomes. Mmh. Eh bien, si l'espèce en face, elle n'a pas le même nombre de paires de chromosomes, du coup, ça va créer une barrière à l'hybridation parce que toutes les paires de chromosomes ne pourront pas s'appairer. Par exemple, le cochon, et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'hybride, il n'y a pas d'enfant cochon, ni humain mi-cochon, les cochons n'ont que 19 paires de chromosomes. Donc ils ne peuvent pas s'accoupler avec des humains parce qu'il y a 4 paires qui seraient pas, qui matcheraient pas en fait, tout simplement. Il faut vraiment Mmh. qu'il y ait une bonne correspondance au niveau chromosomique. Mmh mh, mmh. Voilà. Je te disais les humains, 23 paires de chromosomes et bien du coup les chimpanzés, pour répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure, c'est 24 paires de chromosomes. Il manque une paire. C'est pour ça qu'il y aura jamais d'hybridation homme, et espèce simiesque, OK. tout simplement. Heu, j'ai été voir le génome du poulpe, me demandez pas pourquoi. Parce que j'aime bien moi la sonorité. Je pense qu'à toi aussi ça te l'a fait. Poulpe. Ouais, puis c'est parce que j'en reparlerai un peu plus tard dans la suite de mon sujet. Heu, le poulpe, donc pas du tout compatible, clairement, avec l'espèce humaine. Ils ont,
33 000 gènes codants pour des protéines contre 25 000 gènes codants du côté de l'Homo sapiens. Et les poulpes possèdent des caractéristiques génétiques uniques, notamment un grand nombre de gènes impliqués dans le développement de leurs neurones et la modification de la coloration de leur peau, ce qui contribue à leur intelligence et à leur capacité de camouflage. De là à dire que les poulpes seraient plus intelligents que les hommes, il n'y a qu'un pas. Alors, il me semble que chez le poulpe, il n'y a pas comme nous de, entre guillemets, «ordinateur central», c'est-à-dire de cerveau, qui contrôle le reste. Je pense qu'il a des cerveaux, des petits cerveaux, en fait, où il a un système nerveux, enfin quelque chose comme ça. Parce que les espèces avec un seul cerveau qui contrôle l'arbre, total du corps, bah, c'est les espèces, c'est certains mammifères, hein, enfin les mammifères, et c'est quand même le fruit d'une certaine évolution, me semble-t-il. Là, parce qu'il y a des neurones Ouais, ouais, partout. peut-être. Je ne suis pas assez calé en poulpe, je suis désolé les amis. Il me semble. Non, mais Alors, on a affaire à avec une spécialiste. non, mais non, je suis pas une spécialiste du poulpe, mais il me semble parce que nous, on a des neurones partout. On a ici une concentration de neurones, mais c'est ici que ça gère pas mal de fonctions au niveau cérébral, et on a quand même notre axe avec, bah, le rachis, en fait, qui porte toute l'information nerveuse jusqu'aux membres, d'accord? Et ben tout ça, il y a des neurones partout, donc ça communique. Mais le poulpe, je crois qu'il y a pas ce truc central. OK. Je vous ai dit que c'est une spécialiste. Elle est modeste. Je crois pas, non. Alors bon, il y a encore d'autres éléments, hein, je ne vais pas tous vous les citer. Il y en a, 2, bon, qui sont évidents. Il faut, qu'il y ait une proximité temporelle aussi. C'est-à-dire que tu peux avoir 2 espèces, qui sont complètement compatibles, mais si elles ont pas vécu à la même époque, bah, voilà, forcément. Et puis moi, ma préférée, c'est la compatibilité physiologique. Ah ouais, tu peux être compatible à 80 plus de 99, mais si ton mode de reproduction, c'est pas le même que l'autre, Genre toi, tu disperses tes spores, c'est ça. genre une moisissure et l'autre ou une chantilly. Bah ouais, c'est con, quoi. C'est le 0,5 qui code C'est dingue. la Il y a il y a l'image. il y a des fantasmes qui s'arrêtent direct. C'est ça. Donc voilà, tout ça pour dire que, la génétique, c'est passionnant. Ben, voilà, j'ai voulu me rattraper un petit peu, vous avez bien compris. Du coup, j'ai potassé un peu plus et ça m'a rappelé tous mes vieux cours de biolo et cetera, et c'est vrai qu'à l'époque, c'était génial, et donc je me suis posé la question, alors si finalement on a entre 1,5 et 4 grand max de l'ADN de l'homme de Néandertal, propre à l'homme de Néandertal, sur les 96 qui restent, Natacha, selon toi, quel est le pourcentage d'ADN qui est propre à l'Homo sapiens? Non, aucune idée. Un petit chiffre? Allez, vas-y, balance. Les amimi, allez-y déjà, et puis après Antoine, celui qui a gagné, celui qui est le plus approchant, on le Il fait. passe une soirée avec Natacha. Maintenant tu me mens. Passe une soirée avec Antoine. Tu es le fantasme de nos amimi, il faut le Oui, savoir. oh, c'est clair. Allez, 7, moins de 7. Moins de 7 de notre ADN serait spécifiquement humain. Ah ouais, sympa. Donc le reste est partagé alors? Donc le reste est partagé. Il est partagé, donc on l'a vu avec l'homme de Néandertal. Il est, partagé avec, comment s'appelle-t-il celui-là? Toc, je vais le retrouver. Il est partagé avec les Dénisoviens. Je connaissais pas les Dénisoviens. Non, moi non plus, de la planète Denisovic quand même. Sûrement. Mais tu sais, tu le dis en rigolant, mais qu'est-ce qui nous rend humains? Bon, eh Mmh. bien, c'est ces 7 effectivement, d'ADN.
mais les scientifiques n'ont pas encore réussi à déterminer l'origine de toutes, de toutes les séquences génétiques. Donc effectivement, l'Homo néanderthalis, les Déninosiens, etc. Mais il y a encore une part d'ADN, Mmh. ils ne savent pas. Mmh. Voilà. Et ça, c'est pour répondre à Ni Dieu ni Maître qui disait que comme je m'étais planté, il jetait le bébé avec l'eau du bain et disait que ça remettait en cause bah, toutes les théories dites farfelues sur l'hybridation avec des espèces extraterrestres. Bah, à aujourd'hui, je constate que la science n'est pas capable d'expliquer l'origine de toute la séquence d'ADN de l'Homo sapiens. Et rien ne rejette l'hypothèse, on va parler d'hypothèse, hein, qu'il pourrait y avoir une hybridation avec des séquences exogènes, aliens. Sachant que alors, c'est encore une fois, c'est pas forcément une réalité objective, je ne sais pas. J'ai interviewé des gens qui ont fait des EMI. Je t'en avais déjà parlé dans un précédent Mimi, il me semble. Donc les expériences de mort imminente et durant ces expériences de mort imminente, il y a des choses que ces personnes ont vues. Dans ces choses que ces personnes ont vues, certaines nous ont rapporté avoir vu, heu, des moments justement d'hybridation en donc voilà, de l'origine, sur l'origine, qui marquerait l'origine de l'homme. Ah oui, de toute manière, on ne Avec pourra recouper qu'avec des preuves comme ça, parce que les preuves matérielles, les scientifiques n'arrivent pas à les trouver. Donc après, ou alors faut tomber sur le cas. mmh. Et le cas, moi, en préparant cet article, il m'est venu une expression, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, hein, je me suis dit: «Mais parsambleu!» et c'est bien sûr, tu la connais cette expression? Ah oui. Ah non, mais ça te va tellement bien. Ah oui, Ah et oui. je me suis dit: «Mais pourquoi cette expression, quoi? Pourquoi est-ce que, il y a cette notion de sang bleu alors qu'effectivement, on a le sang rouge?» Est-ce que ça signifie que, elle serait peut-être là, la fameuse hybridation, la lignée, alien que personne ne connaîtrait? Du coup, je me suis mis à chercher un peu sur le sujet. Alors, officiellement déjà, cette expression «par son bleu», c'est une expression, typiquement française qui, donc exprime la surprise ou l'indignation et elle aurait comme origine, cette époque médiévale où on était tous des crasseux, des crassouilles, hein. Tu te rappelles de ce fameux Mimi qu'on a fait avec les là, voilà, on avait des recettes un peu bizarres et cetera. Oui, ouais, c'était génial. Voilà, et donc les nobles qui, eux, se lavaient un peu plus et qui avaient la peau claire, et bien, effectivement, on voyait, leurs veines et leurs veines, on a les veines bleues. Donc et pourquoi Ouais. est-ce qu'on les voit bleues les veines? Bah, c'est une histoire de filtre de lumière, hein. C'est la peau, en fait, qui filtre, et qui conserve que la lumière bleue, donc du coup, nos veines paraissent bleues. Donc ça, c'est la raison officielle, mais moi, c'est pas la raison officielle qui m'intéresse. Donc, j'ai été chercher, voir si effectivement, il y avait, la possibilité que des êtres humains aient réellement du sang bleu. C'est-à-dire que prendre au pied de la lettre, le fait que des êtres humains aient le sang bleu. Bon déjà, heu, c'est quoi qui donne la coloration au sang? Bah, c'est tout simplement une protéine qui s'appelle l'hémoglobine, chez nous. L'hémoglobine sert à transporter l'oxygène. Cette protéine, elle a du fer, l'oxydation du fer, le fer, hein, la rouille, tout, voilà, ça donne cette couleur rouge. Et donc je me suis intéressé aux espèces qui potentiellement avaient du sang bleu. Les Alors ces salamandres. espèces, pardon? Les salamandres. D'accord, pourquoi pas. Des araignées, les scorpions, Attends, est-ce qu'ils des ont le sang bleu, les salamandres? C'est peut-être du sang blanc? Je sais plus. alors j'ai pas potassé le sujet sans blanc, hein. Je sais On plus. reviendra, hein.
Donc, des crustacés, des mollusques, bah, tels que le calamar, les poulpes, hein, c'est pour ça que du coup, j'en suis arrivé aux poulpes tout à l'heure, voilà. Et donc en fait, eux, ils ont une protéine qui s'appelle l'hémocyanine et l'hémocyanine, en fait, elle contient du cuivre et c'est le cuivre, qui donne cette, coloration, bleue, à leur sang. Or, les humains ne produisent pas d'hémocyanine. Voilà. C'est J'ai essayé de voir si c'était possible à travers une mutation génétique et cetera. Non, heu, parce que, comment dire? Les mutations génétiques, en fait, génèrent des variations de quelque chose qui est existant et ça change pas radicalement, ça crée pas, en fait, de nouvelles protéines. Voilà. Donc, en tout cas, ce que disent, les scientifiques, ça nécessiterait une réécriture fondamentale du génome humain, ce qui est actuellement impossible, en tout cas dans l'état de connaissance de nos scientifiques. Du coup, je me suis dit: «Mais il me semble bien avoir lu il y a très longtemps un cas de quelqu'un qui présentait du sang bleu». Alors déjà, tu connais le cas des bébés bleus? Non, à Mmh. part, les bébés qui naissent cyanosés parce qu'ils ont manqué d'oxygène, mais ça c'est C'est ça. Alors, ah! il y a cette raison-là et il y en a une deuxième raison, c'est, le fait que leur sang ait eu une concentration élevée de méthémoglobine, qui Mmh. donne, au sang une couleur, bleu, brune bleutée. Donc ça, c'est le cas classique, mais, j'ai quand même réussi à trouver 2 cas que je vais partager. C'est le cas d'une Américaine, donc c'est un article de 2019, hein, qui s'est présentée à l'hôpital avec le sang complètement bleu. Et là, preuve à l'appui, on peut pas dire qu'elle, elle a pas le sang bleu. Qu'est-ce qu'elle avait bouffé? Qu'est-ce qu'elle avait? Elle a dû s'injecter un truc, c'est pas possible. En fait, tu pas loin de la vérité. Mmh. Cette dame, eh bien, elle avait très Je mal aux crois. dents. Un excès de médicaments anesthésiques. OK. C'est ça. Ah Voilà. là ah! Très, très mal aux dents et donc, du coup, elle s'est bourrée de cachetons pour se faire passer sa rage de dents. Et dans certains cas, assez exceptionnels, effectivement, cet excès de médicamentation anesthésique, génère, comment dire? La fameuse méthémoglobine, en excès dans le sang, qui fait que, ça lui a transformé son sang en bleu et puis bon, ça aurait pu être fatal parce que forcément, sa Ouais, c'est saturation d'oxygène, elle est passée à moins de 88. Voilà, ouais, c'est c'est beaucoup, quoi. alors, c'est une maladie qui est connue, qui s'appelle la méthémoglobinémie, Mmh. et alors ce qui est drôle, c'est que pour il y a un truc très simple pour pouvoir enrayer, ce problème. C'est assez drôle. Il faut injecter du bleu de méthylène dans le sang de la personne et ça marche. Parce que Voilà. quoi Ah le beh, je bleu? sais pas, c'est l'antidote. Le C'est un bleu de méthylène contre le ah ouais, contre la d'accord. méthémoglobinémie. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, c'est marrant. C'est marrant, hein? Mmh. Bon. Et là, encore une fois, les amis et vous auriez raison à me dire: «Antoine, bon, c'est bien, ça fait 9 ans que tu as ta chaîne, mais là, c'est il y a plus de mystère, quoi, c'est». OK, allez, on passe au dernier cas. L'affaire de la femme au sang bleu. Pas le sang bleu? Parle sang bleu. Hem, bon, là, on se retrouve bien, là, déjà dans l'environnement mystère du monde. Heu, un article de Damino de 2014 qui, rapporte une histoire extraordinaire et qui, visiblement, s'est réellement passée. Elle a été très documentée et ce serait une histoire vraie. Donc le mieux, c'est que je vous la lise pour pas louper d'informations, capitales. Donc ça se passe, à la fin des années 20 et c'est un cas qui a été,
retranscrit dans un livre de Daniel Réju qui s'appelle Fantômes et maisons hantées, qui est sorti en 1973. Donc, pas tout jeune, hein, ça fait 50 ans. Voilà ce qu'il est. Au début de 2004, un excellent ami, Jacques Magniez, né en 1929 et qui s'intéresse aux phénomènes étranges, on va dire, depuis 1950, me signala un fait extraordinaire qui s'était déroulé entre les deux guerres mondiales. Je connaissais déjà en gros cette affaire pour l'avoir lu dans un livre dévolu au phénomène de hantise, publié en 1973, qui s'appelle Fantômes et maisons hantées, écrit par Daniel Réju. Toutefois, comme l'auteur citait seulement un témoignage de troisième main, j'ai supposé que l'incident décrit n'était que le produit d'une imagination fertile. Cependant, Jacques m'affirma avoir vérifié cette histoire et avoir même réussi à obtenir d'autres détails par l'entremise d'un parent proche du principal témoin. Avant de rapporter ce qu'il a pu découvrir, je résumerai les grandes lignes de ce cas tel qu'il figure dans le fameux livre que je vous ai cité tout à l'heure. Visite à l'hôpital. Monsieur Pierre Sadron Junior, plusieurs jours avant la mort de son père, obtint de lui, donc de son père, les informations suivantes. Un jour, monsieur Sadron senior, en compagnie de son jeune fils, vint à la clinique Victor Pochet à Amiens, dans la Somme, afin de rendre visite à une tante qui s'y trouvait. Le directeur de la clinique, le docteur Pochet, était un très bon ami de monsieur Sadron. Quand ce dernier fut reçu par le médecin, il vit tout de suite qu'il paraissait très perturbé. Comme il s'inquiétait de son agitation, le docteur Pochet lui expliqua qu'un incident bizarre venait de se produire la nuit précédente. Une Anglaise, une certaine Madame Smith, nom d'emprunt, avait été amenée à la clinique par un couple de commerçants de Dreuil-les-Amiens dans leur propre véhicule, localité située à quelques kilomètres à l'est d'Amiens. Cette femme avait été accidentée à la sortie de ce village à bord de sa propre voiture qui s'était écrasée contre un arbre. Et elle se trouvait dans le coma avec des blessures sérieuses. Donc, elle a eu un accident et il y a un couple qui a assisté à l'accident et puis qui l'amène à l'hôpital. Donc jusque-là, rien d'étonnant. Le docteur Pochet fut très étonné lorsqu'il examina la victime, car elle avait un sang bleuâtre. Je l'avais dit, on y arrive les amis. De plus, quand il effectua une analyse de son sang, il s'aperçut qu'il n'appartenait à aucun groupe connu. Donc là, on n'est pas dans les cas que j'ai cités tout à l'heure, de la femme qui a présenté son sang bleu ou du bébé. Là, c'est le groupe sanguin est inconnu. Donc le sang est bleu et le groupe sanguin est inconnu. Donc groupe sanguin inconnu chez notre espèce. À défaut d'une transfusion sanguine, parce que forcément là, ils n'allaient pas lui faire une transfusion sanguine, il fit une injection de sérum physiologique. Comme il était tard et que la femme n'avait pas repris connaissance, la victime fut placée dans une chambre particulière avec une infirmière très expérimentée rompue au garde de nuit. Grosso modo, ça veut dire c'est une infirmière qui ne s'endort pas la nuit. Voilà, donc on revient à notre patiente qui est toujours dans le coma, qui est placée dans une chambre et qui est surveillée par une infirmière aguerrie. Et ben, pendant la nuit, patatras, la garde-malade s'endormit et lorsqu'elle sortit de son sommeil, l'étrange femme avait disparu. Le lit avait été refait comme si personne ne s'y était trouvé, alors que toutes les fenêtres de la clinique étaient munies de barreaux, toutes les portes donnant sur le dehors étaient encore fermées de l'intérieur. Donc, la femme complètement disparue. Et pire, c'est que la voiture avait aussi disparu. C'est-à-dire qu'elle n'était plus encastrée dans l'arbre, elle n'avait pas été récupérée par une dépanneuse, elle avait tout simplement disparu. C'est ce qu'ont constaté les gendarmes, hein. Hem, Ils n'ont, retrouvé aucune trace de cette voiture, ni de cette femme. Est-ce qu'il y a un descriptif de cette femme? Parce que si nous, on a la peau, cette couleur-là, un peu rose, en tout cas pour, les personnes à peau blanche, c'est parce qu'on a du sang rouge. On Est-ce n'a qu'il pas y a on n'a pas le descriptif de la femme. ouais, une autre allure? Peut-être. Mmh mh. Peut-être.
mais en tout cas pas de description de cette femme. Donc durant les années, 1970, je saute un peu des passages, hein, pour aller plus vite. Jacques Magnez, acheta le livre, lut cette histoire. Il se trouve que, par une grande coïncidence, heu, donc Magnez qui est né à Amiens, sa famille y vivait avant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, ils avaient un médecin de famille et le médecin de famille, donc de la famille, de Jacques, s a été le successeur du fameux, docteur Pauchet de la clinique Pauchet. Du coup, il s'appelait le docteur de Butler et bien Jacques en a profité parce qu'il a continué à faire son enquête, hein. Donc c'était en 1979, il appela le docteur de Butler, qui, beh, à l'époque du coup était, retraité et fort âgé. Jacques se rendit à Amiens en voiture pour vérifier cette histoire. Là, il alla voir le docteur de Butler qui lui confirma la totalité de l'affaire. Donc, Mmh. il y a eu une contre-enquête faite par Jacques et par Jacques Magnez et du coup, il a la confirmation que ça s'est passé tel que décrit dans le livre écrit par l'autre auteur. Heu, il s'avère que le fils du docteur de Butler était le nouveau directeur administratif de cette clinique. Donc, transmission un peu de père en fils. Et du coup, le docteur de Butler, père, appelle son fils pour, lui dire de rencontrer Jacques pour que ce dernier puisse aussi lui confirmer les dires. Et effectivement, le Tanguy, monsieur Tanguy de Butler, reçut Jacques dans son bureau et confirma aussi tous les détails cités ci-dessus. D'autre part, il lui montra le registre des admissions numéro 3, dans lequel figurait le nom de la femme dans les entrées, et l'emplacement réservé aux sorties était resté vierge. Alors, bon, Jacques avait pas pris note de la date exacte, mais ça, c'est pas très, très grave. Donc, est-ce qu'on a plus d'informations? Non, il lui a juste demandé de d'écrire une lettre pour, attester de la véracité de tout ce qui a été dit. Voilà. Je ne sais pas ce que tu penses de ce cas, Moi, je me mais demande s'il y a eu d'autres cas par la suite. alors j'ai fouillé là, j'ai passé, plusieurs, heures à voir, un petit peu partout, si, il y avait d'autres cas. En tout cas, pas de cas documentés. Donc, Mmh. voilà, on n'en sait pas plus. Donc s'il s'avère que cette madame Smith est vraiment une personne qui a un sang qui n'est pas, d'un groupe, connu, chez l'espèce humaine, qui en plus est bleuté et qui disparaît, mystérieusement, pour pas laisser de traces, ça fait quand même beaucoup de faisceaux de présomption. Sur sur quoi? Bah, sur le fait qu'elle Ouais. n'était pas humaine. Est-ce que nous sommes humains? Certains nous comparent en nous quand même. Je trouve ça mignon. Mmh. Bon, voilà. Non, on n'est pas des IA. Et beh, tout ça pour dire, ouf, j'ai presque fait, 1 heure sur mes 2 sujets, Natacha, beh, il me reste plus qu'à te laisser la parole parce que je crois que j'en ai assez dit, hein, voilà, on a rétabli un peu la vérité sur, cette histoire d'hybridation, que j'avais mal interprétée la fois dernière. Là, je pense que c'est très clair pour tout le monde et cette histoire de sang bleu, vraiment, moi, ça me titille, quoi. Je sens qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Si les amis, vous avez la possibilité de trouver d'autres, témoignages, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires, on sera intéressés par le sujet. Oui, parce que tu nous as mis dans une atmosphère un petit peu d'hybridation, de manipulation et moi, je vais passer à la suite de cette émission spéciale sur les manipulations, mais je suis allée du côté des manipulations de l'esprit. Tu es prêt, Antoine? Je vais vous parler, les amis, je vais te parler, Antoine, de quelque chose que vous connaissez, je pense, à peu près tous, le secret de MK Ultra. Mais je vais passer de MK Ultra
aux influences numériques, aux stratégies de manipulation de masse. Et ensemble, nous allons quand même explorer comment, au fil des décennies, des techniques de contrôle mental ont évolué. Depuis donc ce que je vous disais, les programmes ultra secrets, jusqu'à ces mécanismes que je trouve assez insidieux des réseaux sociaux. Et nous allons voir également le rôle précis des différentes structures cérébrales, vous savez que j'aime bien ça, et les conséquences concrètes sur notre comportement, tout en établissant des liens absolument fascinants. Je suis sûre que vous allez me suivre là-dedans, avec des stratégies de propagande de masse en analysant qui pourrait avoir intérêt à instaurer ces méthodes dans une dynamique institutionnelle. Vous me suivez? Allons-y, Allez, allons-y. allez, accrochez-vous, accrochez-vous, installez-vous parce que je suis allée loin. Pour débuter, nous allons donc nous intéresser à l'histoire de ce projet ultra confidentiel, le projet MK Ultra. Vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas bien, je reprends un petit peu, ce dont il s'agit. Dans les années 50-60, la CIA lance un programme secret pour développer des techniques de contrôle mental. Alors, c'est en 1953. C'est le projet MK Ultra qui avait pour but de développer des méthodes qui, permettaient de manipuler les processus mentaux, les comportements humains. Et je pense que tu sais pourquoi, Antoine, ça a été mis en place? Non? Yo MK Ultra, c'était bien on n'était pas en pleine guerre, froide, américano-russe? Ça faisait suite effectivement à ces préoccupations, un petit peu importantes qui concernaient les techniques de contrôle mental qui étaient supposément utilisées par l'Union soviétique et la Chine, pendant la guerre de Corée aussi. Et l'objectif, c'était de trouver des moyens d'extraire des informations et de contrôler donc l'esprit humain, notamment par quoi? Par le biais de tortures psychologiques, du lavage de cerveau, l'administration de substances chimiques comme le LSD, par exemple. Heu, D'où le film, Orange Mécanique. ouais, Tu c'est l'as ça. vu? Ouais, tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu parce que j'aime pas trop ce genre de truc. D'accord. Ouais. Mmh. Alors, il y a ce projet MK Ultra, il comprenait de nombreux sous-projets, comme je viens de vous le dire, des expérimentations et en fait, c'était réalisé bien souvent sans le consentement malheureusement des sujets, qui ignoraient quand même la nature des tests auxquels ils étaient soumis, les pauvres. Les participants, bah, c'était qui? C'était des employés de la CIA, du personnel militaire, des prostituées et des patients atteints de troubles mentaux. Et donc ça c'est au-delà des drogues hallucinogènes, il y avait aussi de l'hypnose, des privations sensorielles, l'isolement. En fait, c'était vraiment un tas de tortures, psychologiques. Et donc ces activités du projet MK Ultra sont quand même restées secrètes jusqu'à des enquêtes journalistiques et notamment un article de je sais pas comment on le prononce, Seymour Hersh, je crois, en 1974, donc vraiment très longtemps après. Qui ont révélé donc l'existence de tout ce cette horreur qui était faite. Parce que moi, je trouve ça abominable et bah, ça a donné quand même lieu à la ensuite à la mise en place de commissions d'enquête parlementaires, telle la commission Church. Ça, c'est vraiment pour vous faire un petit peu le tour là, de tous ces abus, qui ont été commis. Il y a beaucoup de violations éthiques, hein, et des atteintes aux droits humains quand même, qui étaient associées à ces programmes. Et alors, il est quand même important de noter que malgré ces révélations, de nombreux documents relatifs au projet MK Ultra ont été détruits et ça rend très difficile une compréhension complète de l'étendue des applications de ces programmes de contrôle mental aujourd'hui. Donc, alors il y a une petite suite. Je me suis intéressée à un petit peu à ce qui a été fait, parce qu'on parlait aussi de projets faits sur les enfants. Et bon, alors bien que, évidemment la communication, officielle se concentre principalement sur, des sujets adultes, il y a quand même certaines allégations, hein, qui évoquent des méthodes similaires auraient pu être étendues à des populations, bah, plus vulnérables, y compris des enfants.
Mais il y a pas de preuves. Il y a pas de preuves concluantes, qui attestent que les enfants auraient été directement ciblés. Évidemment, au-delà de nous rappeler quand même les dangers de ce contrôle, mental brut, ça soulève aussi des questions éthiques. Mais là, vous allez rester avec nous parce que je suis allée voir du côté aussi de ses conséquences, des conséquences de ces expérimentations sur, sur malheureusement ces individus concernés. Conséquences concrètes. Alors, je ne sais pas si tu sais, est-ce que ces pauvres gens ont subi, Antoine, les conséquences de tout ça? Tu as Concrète, folie. Bah, ils ont souvent eu effectivement des troubles psychologiques sévères, des pertes de mémoire, des changements profonds de personnalité, avec des exemples, bien documentés, hein, quand même de cas menant à des états de dépression chronique et puis, bon, on imagine des gens qui auraient subi ce genre de choses, je pense que ça doit pas aider pour, l'équilibre mental. Heu, mais maintenant que j'ai fait ce petit récapitulatif, on va passer à un phénomène qui nous touche tous au quotidien. Vous allez voir pourquoi, vous allez me suivre dans mes petits développements. L'impact du numérique sur notre cerveau. Parce qu'à l'ère des smartphones, des réseaux sociaux, notre cerveau est continuellement sollicité. Alors, on va voir ensemble comment différentes structures cérébrales réagissent quand elles sont, et quelles sont les conséquences concrètes également. Vous savez qu'il y a une zone dans le cerveau, alors je vais employer des mots qui vont être barbares, mais c'est leur nom. Il y a par exemple le cortex singulaire antérieur. C'est une zone qui est cruciale à la régulation des émotions, la détection d'erreurs, le suivi des conflits et sous l'influence donc des interactions numériques, comme par exemple on peut, tu vois, certaines personnes, étant pas mal sur les réseaux et cetera, s'excluent un peu du monde, classique et social. Ils restent sur internet. Eh bien, dans ce cas-là, le cortex singulaire antérieur peut être hyperactivé, ce qui est lié à une augmentation du stress et de l'anxiété et par exemple, on va reprendre l'exemple des adolescents dont le cerveau n'est pas terminé et qui se trouvent confrontés aussi à des rejets. Vous savez, les rejets que l'on subit sur les réseaux, des rejets en ligne, ils montrent souvent des signes de détresse émotionnelle évidemment intenses et évidemment, ça a un impact psychologique important. Le développement donc psychologique et également du cerveau, n'est pas terminé à cet âge-là. Après, je vais vous parler aussi du cortex préfrontal, celui-là, qui est responsable de ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Juste petite parenthèse, mon mémoire de master 1 était sur les fonctions exécutives. Donc on a la planification, c'est-à-dire quand on veut planifier, quelque chose, on veut exécuter par la suite quelque chose. La prise de décision, l'inhibition de ses mots, de ses actions. Enfin, je vous ai déjà, un petit peu parlé de tout ça, mais c'est en lien, ce cortex-là, c'est en lien avec le contrôle des impulsions et donc ce cortex-là, préfrontal, peut être perturbé par une surexposition aux écrans. Alors notre cerveau, je vous dis ça parce que notre cerveau est profondément modifié avec ce que nous faisons. Il y a une plasticité cérébrale et dans des cas, donc les cas d'enfants et d'adolescents, qui leur cerveau n'est pas fini, ça a un impact assez profond. Et des études donc indiquent qu'une utilisation excessive peut donc réduire la capacité de concentration, puisqu'on a vu que ça avait un impact sur le cortex préfrontal, qui est aussi la zone de la concentration, et aggraver évidemment des comportements impulsifs, puisque c'est la zone de l'inhibition. Et on peut, observer parfois dans les symptômes que peuvent présenter cette surexposition au numérique, des symptômes un peu équivalents, donc aux troubles du déficit de l'attention. Alors attention, dans le trouble spécifique du déficit de l'attention qu'on appelle, je ne vais pas vous faire un cours, mais c'est le TDA, donc le trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Il se trouve qu'il y a quand même une particularité cérébrale, hein, là-dessus. C'est pas forcément l'exposition aux écrans qui va entraîner ça. Je n'ai pas du tout dit ça, ne faites pas le lien.
Simplement, il peut y avoir donc plus de symptômes qui peuvent faire penser au TDA. TDA avec ou sans hyperactivité. Alors, on a aussi le cortex insulaire et le système limbique, dont l'amygdale. Ce sont des zones qui jouent un rôle dans la perception des sensations corporelles, l'intégration des signaux émotionnels. Donc, c'est très en lien avec les émotions. Et l'amygdale, quant à elle, est au cœur de la gestion purement des émotions, notamment la peur et l'anxiété. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais en gros, une surexposition aux notifications, au contenu émotionnellement chargé, peut augmenter l'activité de ces régions et ça entraîne une sensibilité accrue au stress et une réactivité émotionnelle qui est intense, qui peut être démesurée. Donc il faut bien prendre en compte ce genre de choses. Notamment, je rappelle, pour les enfants et les adolescents, parce que eux n'ont pas le bénéfice quand même d'un cerveau qui est structuré, comme nous, enfin structuré, qui est fini. Et par exemple, une utilisation intensive des réseaux sociaux a été corrélée à une augmentation des sentiments d'angoisse. Fait Il faut faire attention à ça. Alors, je suis allée aussi voir du côté du système de la récompense. Donc le système de la récompense qu'on appelle dopaminergique, je dis n'importe quoi. Dopaminergique, ça fait référence à la dopamine. La dopamine, vous savez tous ce que c'est ce qui est, reconnu, ce qui est, déclenché, heu donc c'est des pics de plaisir, des pics de dopamine. Ces pics de plaisir, on en a déjà parlé dans un précédent Mimi ou Oui, on en a d'ailleurs parlé, par rapport à la collectionnite, hein, qui génère des pics de dopamine. Mmh, tout à fait, je m'en souviens. ouais, 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 il m'a demandé, Antoine, je vous renvoie à l'émission précédente, enfin pas celle-ci, mais je crois que c'était, Oh oui, il y deuxième. a peut-être 2 émissions, ouais, tout à fait. Ouais, et il m'avait demandé une petite analyse et je lui ai dit: «Ben, je sais pas, tu une petite addiction?» Donc les interactions, sur les réseaux sociaux, vous savez, les likes par exemple, les partages et cetera, ils activent ce système qui stimule la libération de dopamine. J'ai fait Ah! un Ah, là, j'ai senti une petite stimulation là. Je pense qu'il y a un d'entre vous qui vient de liker. faites-nous du bien, likez. Bah, figure-toi que tu crois pas si bien dire parce que j'ai écrit un article où j'ai interviewé le docteur Dubos là-dessus, sur, mince, je perds le nom. Tu sais, Ah les oui. sites et les applis de rencontres, voilà. Eh bien, en fait, on a vu, c'est toute une analyse que j'ai faite là-dessus. Je suis allée voir des gens qui avaient étudié le phénomène et en fait, ça fonctionne parce que justement, ça active, ça libère de la dopamine quand tu reçois je sais pas comment ça s'appelle, un match, je crois. Donc, ça stimule la libération de la dopamine, comme je viens de vous dire. C'est un mécanisme qui renforce les comportements addictifs, n'est-ce pas Antoine? Et ça peut entraîner une recherche constante, donc de validation numérique. N'est-ce Heu, pas Antoine? C'est par rapport à la collectionnite, hein, de oui, figurines, oui, non, j'ai pas dit qu'Antoine était sur, les applis de rencontre. Je dis simplement que Qu'est-ce la que tu sais d'abord? Peut-être que j'y suis tous les soirs, entre 2 montages. Mais ça fait n'empêche que tout ça, ça contribue quand même à des comportements compulsifs qui sont similaires à ceux observés dans certaines addictions. C'est ce que je disais tout à l'heure. En somme, l'impact du numérique, c'est pas seulement une question de comportement, mais c'est une véritable transformation des circuits cérébraux qui régulent les émotions et notre prise de décision. Et c'est pas anodin parce que bien que, évidemment, le projet MKUltra et l'influence du numérique utilisent des méthodes très différentes, ça, on est d'accord. Ils partagent tout de même, pour moi, selon moi, des effets communs sur notre cerveau. Et oui, et moi, je suis allée regarder ces effets communs. Je me suis posé des questions, je me suis dit: «Allez, je vais aller voir les similitudes notables entre ces 2 univers». Alors, il y a quoi? Altération des circuits émotionnels et cognitifs, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans
MK Ultra, dans le truc MK Ultra, l'usage des drogues et de techniques invasives visait à perturber le cortex singulaire antérieur. C'est ce qu'on a vu. Et le cortex préfrontal pour modifier le comportement. On a vu ça tout à l'heure. Et aujourd'hui, avec la surexposition aux stimuli numériques, ça produit des effets similaires. Et pas avec la violence des pressions psychologiques. Non, non, pas du tout. Mais il y a d'autres formes de pression et ça affecte les mêmes régions essentielles à la régulation émotionnelle et à la prise de décision. Quand même, essayez d'observer un petit peu là où je vais. Je pense que certains des amimi y sont déjà. Tu es en train de nous dire que plus on est sur les réseaux sociaux, plus on les réseaux sociaux, les écrans, ou sur YouTube en train de nous regarder, non, ça c'est Oh. l'exception qui confirme la règle, hein, on est d'accord. YouTube, non, non, les systèmes d'information, ça n'active pas les mêmes zones. Non, 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 D'accord. non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, quand vous lisez des bouquins, quand vous vous informez, ça active autre chose, ça active des réflexions, ça va chercher, ça fait des connexions neuronales, ça n'a rien à voir. Je parle des systèmes, qui activent la dopamine là, donc les applis de rencontre, comme je disais, les réseaux sociaux où il y a des Bah, tout voilà, ce qui est avec un système de récompense, finalement. c'est ça. OK. Mais de façon addictive et un peu hypnotique. Je parle pas, de la collectionnite d'Antoine. Ça n'a rien à voir. La collectionnite d'Antoine, c'est pas non plus une hypnose comme ça où on est happé. Vous savez, TikTok et tout ça, ça fonctionne sur des mécanismes identiques du fait de ce mécanisme-là de la récompense, qui fait qu'on on y va, on est stimulé, on continue et c'est une forme d'hypnose. Alors, il y a aussi l'exploitation quand même, ce que je viens de dire, du système de la récompense, parce que dans ces 2 cas, le système dopaminergique est ciblé. C'est ce qu'on a vu, hein. Dans MK Ultra, ils utilisaient des substances pour perturber les circuits, et alors que nos réseaux sociaux exploitent naturellement, insidieusement, ces mécanismes pour encourager des comportements répétitifs et addictifs. Derrière, il y a la vente de produits, il y a plein de choses, mais il n'empêche que nous, on est sur les écrans et pas forcément sur les écrans pour réfléchir, c'est pas ça que je dis, hein. Il y a des conséquences sur la santé mentale évidemment, parce que les 2 approches peuvent entraîner des troubles psychologiques. Alors que MK Ultra a conduit à des cas évidemment très sévères de dépression et des troubles de la mémoire, l'impact numérique, lui, il se manifeste par une augmentation des troubles de l'humeur. Ça va quand même dans la même direction, de l'anxiété, baisse de la concentration et tout ça est sourcé par des études scientifiques. Je suis pas allée, dans mon imagination. Alors moi, j'ai fait un lien avec la manipulation de masse. Pour approfondir notre réflexion, examinons maintenant comment ces mécanismes s'inscrivent dans une stratégie plus large de manipulation de masse. En tout cas, c'est la direction dans laquelle je vais. Vous n'êtes pas obligé de me suivre, mais je suis allée là. Historiquement, les régimes autoritaires ont utilisé la propagande, vous savez, hein, pour contrôler l'opinion publique. Heu, c'est un concept que l'on retrouve dans la notion de dictature aboutie. Je ne sais pas si vous voyez, il y a les dictatures dures, où là, il y a les dictatures, qui sont des pressions, des meurtres, si vous ne suivez pas l'ordre établi. Il y a les dictatures plus douces, où là, nous sommes amenés nous-mêmes à adopter, donc des comportements. Il y a la dictature, notamment dans cette dictature, plus douce. Vous verrez ça avec 1984 de George Orwell, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Vous les mettez en parallèle, vous voyez que ce qui réunit ces 2 formes de dictature, c'est la dictature. Dans un cas, on impose, dans l'autre, on met en œuvre des choses qui font que les gens, abandonnent leur liberté. Alors, je suis allée voir du côté je vous avais, parlé dans un autre Mimi, Antoine, je ne sais pas si tu te souviens, d'Edward Bernays, qui est considéré comme le père des relations publiques. Rien de moins que ça. Il a démontré dans son ouvrage qui s'appelle Propaganda, en 1928, tu parlais de 1920 je crois tout à l'heure, là c'est 1928, il a démontré comment manipuler, c'est le neveu de Freud, hein. Il a démontré comment manipuler les opinions en exploitant les failles psychologiques des individus. Donc évidemment, c'est une approche qui trouve, des échos dans les techniques de contrôle utilisées
dans MKUltra et dans les algorithmes actuels des réseaux sociaux. Je vous donne un exemple concret. Dans certaines campagnes de désinformation, des messages soigneusement calibrés sont diffusés pour influencer l'opinion publique, créant des bulles informationnelles et renforçant les biais cognitifs. Je vous ai déjà parlé des biais cognitifs également. Ce sont les biais cognitifs des systèmes internes de notre fonctionnement à nous, qui font que pour aller beaucoup plus vite, on va, être, amené à croire des choses ou à renforcer des croyances, voilà, ce sont des mécanismes qui sont en nous. Donc là, ça va les utiliser et ces techniques rappellent des stratégies de manipulation de masse employées par les dictatures, je trouve, pour asservir les populations en contrôlant l'information. En résumé, que ce soit via des méthodes brutales ou des stratégies subtiles, l'objectif reste de le même. C'est modifier la perception, et le comportement des individus en agissant sur les structures cérébrales, donc des structures cérébrales clés, en fait. Alors, bien que le projet MKUltra appartienne au passé, j'espère, plusieurs pratiques contemporaines, à mon sens, nous invitent à la vigilance. Les algorithmes personnalisés, par exemple, ils adaptent le contenu que vous avez à vos préférences, renforçant vos propres biais, ce que je viens de dire tout à l'heure, limitant l'exposition à des points de vue différents. Parce que pour ouvrir notre esprit, nous avons besoin de contenu, de réflexion, on a besoin de voir des choses différentes, ce qui peut influencer la prise de décision au quotidien. Ça, on le sait tous. Maintenant, il y a aussi la désinformation et l'ingérence électorale. Il y a des campagnes sur les réseaux sociaux qui montrent comment l'opinion publique peut être manipulée à grande échelle. Par exemple, lors d'élections, des données démontrent l'utilisation ciblée de fausses informations pour orienter les votes. C'est ultra connu. Il y a la surveillance numérique, la collecte massive de données qui permet de prédire et parfois d'influencer quoi? Vos comportements, nos comportements en temps réel, avec des conséquences concrètes sur la vie privée et la liberté individuelle. Et passons maintenant à une analyse un petit peu, peut-être rigoureuse, de de qui peut avoir intérêt à instaurer ces dynamiques de contrôle et de manipulation dans une démarche, institutionnelle. Il y a qui? Il y a les gouvernements et les régimes autoritaires. Ils recherchent avant tout le maintien du contrôle social, c'est évident. Heu, Pourquoi le contrôle social? C'est pas pour, la paix de nos petits corps à nous, c'est parce que sinon ça remet en cause, certaines choses chez eux. En contrôlant l'information et en limitant la dissidence, ces régimes renforcent tout simplement leur pouvoir. Les technologies de surveillance et les algorithmes de contrôle permettent d'anticiper et de manipuler les comportements, assurant ainsi une stabilité ou une obéissance au sein de cette population. J'en dirai pas plus, mais je vois que vous me suivez tous, n'est-ce pas Antoine? Bah, la Chine, est un très bel exemple, hein, avec, on en avait parlé il y a pas très longtemps, tu sais, quand on avait fait l'émission sur Black Mirror, Mmh. où, aujourd'hui la Chine a instauré un système de notation de ses citoyens et en fonction des likes, ils ont accès à certains services, ou pas et donc là, Mmh. c'est carrément mis en place par un État, donc ça vraiment, ça illustre Ah ça parfaitement, ce que mmh, parfaitement, je te mmh. remercie. Alors qui peut utiliser ça? Bah, il y a aussi les agences de renseignement et de sécurité nationale, bien évidemment, parce que ces organismes sont intéressés par l'optimisation de leurs opérations grâce à la collecte et à l'analyse, de données comportementales. Influencer les comportements peut quand même aider à prévenir des menaces et sécuriser l'État en utilisant des techniques similaires, un peu, parfois, dans certains pays, à celles expérimentées dans MKUltra. J'ai pas dit que chez nous c'était le cas, hein. J'espère Mmh. pas. J'espère Ouais, vraiment. bah, c'est si, c'est le cas parce que Mmh, mmh mh. regarde les ados,
Voilà, c'est tout le temps comme ça, et je like, et je Tinder, et je Oui, machin, oui, oui, et je oui, oui. truc. Là, pour moi, si tu veux, on est dans une forme d'hypnose et si on va dans l'hypnose, on peut manipuler. Alors, qui peut utiliser ça aussi? Il y a bien évidemment les entreprises technologiques et de marketing. Parce que dans le secteur privé, l'objectif est de maximiser l'engagement des utilisateurs. En exploitant ce système de récompense dopaminergique dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc je vous parle des shoots de dopamine, donc du plaisir, par le biais des réseaux sociaux, ces entreprises augmentent le temps passé sur leur plateforme, inévitablement, ce qui se traduit par, évidemment, des profits publicitaires accrus. C'est évident. Alors, il y a aussi qui peut utiliser ça, les élites politiques et économiques. Ce qu'on vient de voir, certaines élites peuvent avoir un avantage à orienter l'opinion publique en leur faveur en utilisant des stratégies de propagande et de désinformation inspirées par Edward Bernays, dont je viens de vous parler. Et le contrôle de l'information permet de façonner les débats publics, hein, il ne faut pas se leurrer et d'assurer quand même le soutien, de la population à des politiques qui servent leurs intérêts. Sachant que certains intérêts politiques sont reliés à des intérêts économiques. Il ne faut pas l'oublier non plus. Il y en a certains de nos dirigeants qui sont tenus par les je ne sais pas si je peux dire ce mot, qu'on avait utilisé Corones? Je vous renvoie à un autre Mimi. Oh oui, un vieux Mimi maintenant. Vieux Mimi maintenant. Mais c'est vrai, c'est vrai. En somme, ces techniques de manipulation, qu'elles soient issues de recherche extrême ou d'innovation numérique, offrent des leviers puissants pour ceux qui cherchent à influencer, contrôler et orienter les comportements humains à grande échelle. Il ne faut pas l'oublier. Pour conclure, que ce soit par des méthodes extrêmes, comme celle de MKUltra, ou par des techniques plus subtiles mais tout aussi puissantes à l'ère numérique, l'histoire nous enseigne que le contrôle de l'esprit passe par l'altération de circuits cérébraux essentiels, tels que ce qu'on a vu tout à l'heure, le cortex préfrontal, le singulaire, l'insula, l'amygdale et le travail, toujours actuel d'Edouard Bernays, il est toujours utilisé, hein, et les stratégies, des régimes autoritaires nous montrent comment le contrôle de l'information peut être utilisé pour dominer les comportements, dominer les comportements de masse. Et puis, diverses entités, des gouvernements, aux entreprises privées, ils ont un intérêt marqué pour instaurer ces dynamiques, pour renforcer leur pouvoir et influencer l'opinion publique. Il est donc crucial, écoutez-moi bien, aujourd'hui, plus que jamais, de rester informé et critique. Développons notre esprit critique face à ces technologies et stratégies afin de préserver notre liberté de penser et notre autonomie. Alors, merci de nous avoir suivis, Antoine et moi, dans cette exploration que je trouve assez passionnante. Moi, je suis un petit peu contente de ce truc-là. Restez vigilants, restez informés et surtout, gardez l'esprit libre. Mmh. Et tu sais quoi? Et on conclura là-dessus. Finalement, il y a un remède à tout ça, et par rapport à cette manipulation, et c'est vraiment très intéressant de faire ce parallèle, hein, entre, MKUltra et finalement ces nouvelles technologies qui nous amènent dans les mêmes biais que ce qui était utilisé par les services secrets. Donc il y a un remède super simple qui est à la portée de tout le monde, de toi, Natacha, et de toute manière le remède, tu en as déjà plein dans ton étagère derrière, et puis de vous aussi les amis. Le remède, c'est ça. Ouais. Alors pas particulièrement Tolkien, hein, c'est après chacun fait ce qu'il veut, hein. Attends, ça, c'est pas idiot du tout. Même Tolkien, pourquoi? Parce que Tolkien nous a parlé, il a écrit Le Seigneur des Anneaux. Moi, c'est un de mes livres préférés parce que ça nous amène à voir quoi? À voir ce système-là c'est l'œil de Sauron qui regarde absolument partout et si nous on est dirigé, on peut être dirigé par la peur, on peut être dirigé par nos émotions, on peut être dirigé par un tas de choses, mais cet œil de Sauron, il veut quoi? Le pouvoir. C'est l'anneau du pouvoir. On est en plein dedans.
tout ce que je viens de vous dire, c'est la concrétisation de ça. OK. Bah, tu sais quoi, Natacha? Je t'inviterai sur mon autre chaîne pour faire, tout un débat sur, Tolkien et Sauron et toute la symbolique, parce que je suis sûr que tu as plein de choses à nous dire aussi, même de ce côté-là. D'ailleurs, j'espère que les amis que vous m'avez, vous êtes assez contents de ces petites explorations, tout à fait personnelles. Alors, c'était pas une news, c'était une réflexion. Je me suis permise de faire ça pour notre anniversaire. Je savais pas que c'était notre anniversaire, mais je me suis dit: «C'est parfait, c'est notre anniversaire, allons-y dans la réflexion». Exactement. Eh bien, je crois les amis, voilà, on a fait le tour. Rendez-vous donc sur, Tolkien Collection. On a sorti, là mercredi, le numéro 7 de la Gazette de la Terre du Milieu, donc vous allez apprendre plein, plein, plein de nouveautés sur tout ce qui est sorti, ce mois-ci au mois de mars, sur l'univers de Tolkien. Toujours pas de nouveautés côté de ta chaîne, Natacha? Ça ça va arriver, hein, je sens que ça va arriver là bientôt, il va il Ça va y en ça avoir ouais. Et puis, eh beh, on se retrouve la semaine prochaine. On reviendra dans un format d'émission, plus classique, parce que là, on n'est pas loin d'1 heure et demie. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger, avec toi ce soir, Natacha, sur ce sujet. Voilà et puis de fêter, ensemble, les 9 ans de la chaîne. Alors, ah, l'année bravo. prochaine, pour les 10 ans, on fera une grosse fête, j'essaierai d'inviter tous les anciens animateurs, quoi, tout le maximum de monde. Voilà, là, on a fait sobre. Mais, en tout cas, j'étais super ravi de passer ce 9e anniversaire avec toi et en votre compagnie, les amis. Merci de nous regarder, d'être restés jusqu'au bout. Passez un très bon week-end. Il y a sûrement un petit bêtisier juste après, le générique. À la semaine prochaine. Moi, je termine en disant: vous likez, ça nous fait notre dose de dopamine. Vous restez avec nous, c'est le lien social, c'est notre dose d'ocytocine. Et puis, continuez à réfléchir pour développer votre cortex préfrontal. Voilà. Ouais. Ciao, ciao, bisous. Bisous. Tu nous parles de quoi d'ailleurs ce soir avant que j'attaque, bille en tête? Bah oui, parti comme ça. J'avais l'Antoine et moi je me disais: «Mais qu'est-ce qu'il fait? Où est-il? Pourquoi pourquoi Ouais. maintenant-t-il sur cette terre aride?» Donc excuse-moi. Et ta mèche a été matée, à ce que je vois aussi. Elle n'est plus rebelle. Non, c'est parfois non, non, j'ai rien fait de plus, hein. D'accord. Mince, je perds le nom. Tu sais les quand on va sur internet, pour avoir des matchs, comment ça s'appelle? Mmh. Des dates? Oui, Speed les dating? rencontres en ligne. Non, mais les rencontres en ligne là, comment ça Les s'appelle? rencontres, les mythiques? Oui, alors ça c'est le Je réseau, enfin Les rencontres en ligne, les Teams? mais non, mais ça non, efface, efface. Les mince, ça va me rester. J'ai une migraine donc je trouve plus facilement, Mmh. j'ai des mots qui Eh bien, je ne sais pas, les rencontres en ligne, les mimis, voilà, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se rencontrent en ligne, ça, mais non, 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 les sites de rencontres. les sites de rencontres.
Bah oui, voilà. Tu sais, les trucs là où les gens, ils te... Tinder? Ouais, ce genre de truc, les Tinder. Ah, t'es bon, toi. Les Tinder. Il y en a... Pardon. Mais non, Au mais... moins, tu vois mon intérêt pour ce genre de choses. Yeah. Ah non, je C'est le connais mot rien. appli que tu cherchais depuis tout à l'heure. Ah, les applis de rencontre. Oh mon Dieu! Oh là 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 là. Par sang bleu! Les applis! Sang bleu. C'est pas le sang bleu, tu sais.